Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous allons consacrer l'émission de ce matin à analyser le chaos haïtien. Et si vous suivez le titre déjà de l'émission, c'est Haïti, le chaos planifié et les pseudo-solutions de l'ONU. Vous notez déjà le cadre à l'intérieur duquel je vais analyser cette crise haïtienne. Donc c'est une crise chaotique, c'est un chaos planifié. Ce qui nous arrive là, ce n'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel, ce n'est pas quelque chose d'imprévisible, ce n'est pas quelque chose d'imprévu, c'est au contraire la résultante d'une planification. Et quand on parle de planification, il faudra dire, n'est-ce pas, quels sont les planificateurs, quels sont les auteurs, quels sont les concepteurs, quels sont les idéologues de ce chaos planifié. Et depuis qu'on patauge dans ce chaos, qui remonte quand même à 2003, eh bien, quelles sont les solutions qui ont été proposées et surtout, quelles sont les pseudo-solutions mises de l'avant par l'Organisation des Nations Unies. Quand on dit l'Organisation des Nations Unies, c'est jamais tous les pays membres, c'est toujours les mêmes nations malveillantes qui se considèrent maîtresses du monde et qui font la leçon à des pays de nègres. C'est essentiellement de cela qu'il s'agit. Si l'on va analyser en profondeur le chaos haïtien, j'aurais pu, à quelques éléments près, prendre la même grille d'analyse et l'appliquer sur des pays africains. Ce qui change, au fait, c'est le nom des tuteurs. Dans les pays africains francophones, ça va être la France.
Dans les pays, n'est-ce pas, des Antilles, ça va être parfois la France, d'autres fois les États-Unis. Et dans le cas d'Haïti, nous avons une espèce de junte malveillante à la tête de laquelle, depuis 2003, trône le Canada. Ne nous trompons pas, hein. Le Canada, c'est un malveillant insoupçonné. C'est le genre d'assassin qui vous tue avec le sourire. Quand les États-Unis vous assassinent, quand la France vous assassine, eh bien ces deux pays-là, ils le font avec l'arrogance qu'on leur connaît. Mais le Canada n'est pas moins une nation malveillante pour Haïti, sauf qu'elle le fait avec le beau petit sourire de Justin Trudeau, il le fait avec, si vous voulez, le sourire en coin de Jean Chrétien, il le fait, n'est-ce pas, avec un visage moins souriant de Stephen Harper, et aujourd'hui il le fait avec, si vous voulez, même les larmes d'un Justin Trudeau ou d'une Mélanie Joly qui est, si vous voulez, sa ministre des Affaires étrangères. Les résultats sont les mêmes. L'intention est la même, faire payer à ce peuple de nègres sa bravoure. Comment ce peuple a-t-il osé défier l'ordre international en battant les plus grandes puissances militaires d'alors et en s'autoproclamant indépendant? Nous allons donc analyser ce chaos comme un chaos planifié. Planifié par qui, me demanderez-vous avec raison, on le verra. Planifié à quelle fin, cela aussi, on le verra. Et surtout, nous allons regarder les pseudo-solutions des Nations Unies. Et comme vous le savez, il y a toujours un que faire dans mes émissions. Vers la fin de l'émission, on s'intéressera aussi au que faire. La table est mise, je vous veux éveiller. Je vous invite à ce stade-ci à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure, je vous reviens. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que noir, en tant qu'haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime,
désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Avant la pause, on s'était promis d'analyser ce chaos haïtien comme un chaos planifié. Je vais vous faire une mise en garde. Hein. Quand vous analysez une conjoncture sociopolitique, quand vous analysez une crise sociopolitique, ne commettez jamais l'erreur de commencer par le présent. Vous risquez de vous concentrer tellement sur l'arbre au point d'en perdre, si vous voulez, une vue d'ensemble. Il ne faut jamais faire cela. Et au fait, c'est précisément ce que les nations malveillantes d'Haïti veulent qu'on fasse en tentant de nous faire oublier, mais comment tout cela a commencé? Qu'est-ce que ces nations malveillantes ont à voir dans ce chaos qui est planifié? Et surtout, qu'est-ce qu'elles ont fait pour le maintien de ce chaos? Donc, ne commettons pas l'erreur de regarder le chaos haïtien comme d'un chaos qui date des années PHTK, comme d'un chaos qui date des 14 ou 15 mois d'Ariel Henry. Non. Le chaos a été planifié précisément en 2003. Le nom à retenir, c'est Lac Meech, qui est un endroit au Canada. Et le nom de pays à retenir, c'est le Canada. Et le nom du projet à retenir, c'est l'initiative d'Ottawa sur Haïti. J'en ai déjà parlé, mais vous savez, nous devons rappeler aux nations malveillantes, au Canada, aux États-Unis, à la France, qui tentent de faire peau neuve aujourd'hui, que ce que nous voyons là, 19 ans plus tard, a été planifié, ordonnancé et mis en œuvre par vous. Vous qui prétendez aujourd'hui avoir des solutions, c'est vous qui l'avez planifié. Nous sommes en 2003, sous le gouvernement canadien de Jean Chrétien, et Jean Chrétien dépêche l'un de ses hauts fonctionnaires, un certain monsieur Paradis, qui devait lui faire rapport de ce qui se passe en Haïti. Entre-temps, en Haïti, nous avons un gouvernement élu. Le président Jean-Bertrand Aristide, qui est, et ça, tous les historiens vous le diront, nous sommes unanimes dans ce constat. Haïti, c'est une histoire d'élections bidon, une histoire d'élections volées, vol et fraude planifiées par les nations tutrices, les nations malveillantes qui veulent contrôler la classe politique, qui veulent contrôler les ressources d'Haïti. Et oups, contrairement à leurs vœux, en 1990, vous avez un homme qu'on sous-estimait, un homme qu'on prenait pour un petit prêcheur de paroisse, un homme qu'on prenait pour un petit prédicateur, un petit prêtre d'une petite église. Et là, la population haïtienne s'est identifiée avec lui, la population haïtienne s'est identifiée à son discours, et bingo, on l'élit chef d'État. Et là, les États-Unis ne sont pas du tout contents avant même que cet homme ne prête serment. L'histoire est importante, les amis. L'histoire est importante pour beaucoup d'entre vous. C'est des choses que vous connaissez déjà, mais vous avez besoin de garder cette mise en perspective de l'histoire. Il ne s'agit pas d'avoir un ensemble d'informations. Il faut replacer ces informations dans une perspective historique de manière à comprendre ce que nous sommes en train de vivre là. Pendant la campagne électorale, déjà, les États-Unis dépêchent un émissaire en la personne de Jimmy Carter pour recommander au candidat Jean-Bertrand Aristide, qui n'est même pas élu, de choisir comme colistier leur homme à eux, en la personne de Marc Bazin. Donc, vous notez déjà, les amis, les États-Unis prétendent vouloir la démocratie, or voilà qu'il y a une campagne présidentielle. La campagne n'est même pas encore terminée que les États-Unis dépêchent
un Jimmy Carter auprès du candidat Jean-Bertrand Aristide pour lui imposer leur homme à eux, qu'on appelait pompeusement Mr. Clean. Mr. Clean, pour quelle raison? Rien de plus faux, hein, en la personne de Marc Bazin. Parce que cet homme-là était vendu à l'idéologie américaine, cet homme-là était vendu à la doctrine économique américaine pour Haïti, la diplomatie du dollar. Et Jimmy Carter avait lancé plusieurs mises en garde relayées par l'ambassadeur des États-Unis en Haïti. Donc, ils ont lancé des mises en garde à Jean-Bertrand Aristide, à savoir que s'ils ne choisissaient pas leur homme à eux comme Premier ministre, eh bien, il ne finirait pas son mandat. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. De fait, avant même de prêter serment, avant même d'être investi comme président d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide avait subi un coup d'État. Avez-vous jamais entendu cela? Des élections venaient de se tenir, un duvalieriste notoire, en la personne de Roger Lafontaine, a pu s'introduire au Palais national, prononcer un discours présidentiel, et n'était la vigilance de la population haïtienne, n'était la vigilance des électeurs qui étaient déterminés à faire respecter leur choix, Roger Lafontaine serait resté là au Palais national. Et les États-Unis, suivis des autres nations malveillantes, se seraient accommodés de cela. La population haïtienne a pris les rues. Les électeurs étaient déterminés à faire entendre leur voix et, devant leur détermination, mais les États-Unis ont donné un contre-ordre pour faire arrêter Roger Lafontaine et maintenir, si vous voulez, l'ordre démocratique qui était mis en marche. C'est pas fini. Pendant la campagne électorale présidentielle, l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince a convoqué en son bureau l'une des personnes qui était aux commandes du pouvoir exécutif. L'ambassadeur américain d'alors a promis $1 million américain à cette personne, qui est devenue une amie entre-temps, si jamais elle falsifiait les résultats présidentiels pour faire en sorte que Jean-Bertrand Aristide ne soit pas élu, mais que ce soit Marc Bazin. La dame a dit non, je ne peux pas faire cela. On est pour une démocratie, si le peuple parle, il faudra l'écouter. Et savez-vous ce que l'ambassadeur des États-Unis a quand même fait? Je vous en ai déjà parlé, mais il faut le rappeler, les amis. Des gens qui pensent que les États-Unis sont pour la démocratie, que les États-Unis sont les amis d'Haïti, que le Canada est un pays ami d'Haïti, que la France est un pays ami d'Haïti. Je vous dis que ce sont des nations malveillantes. Et il faut garder ces qualificatifs-là, il faut garder ces attributs-là. Malgré le refus de la dame, l'ambassadeur des États-Unis a quand même déposé $1 million américain sur le compte de la dame pour lui forcer la main. Et lorsque le directeur de crédit de la dame l'a appelé pour
l'informer d'un dépôt qui vient d'être fait sur son compte par l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. La dame a crié au secours. Oui, blanc, vous voulez entrer avec moi. Elle a dû donc faire appel à ses aviseurs juridiques qui lui ont conseillé de faire un chèque à la Cour supérieure des comptes pour rembourser le montant que l'ambassadeur des États-Unis a déposé sur son compte. Alors là, quand les États-Unis nous regardent dans les yeux et disent qu'ils veulent la démocratie, mais à qui s'adressent-ils? Est-ce qu'ils nous prennent tous pour des imbéciles ou bien ils jouent sur l'ignorance de ces faits-là et c'est ma responsabilité de les vulgariser? Et ce n'est pas pour rien que je fais l'émission en français, c'est pour une plus large diffusion parce que nous avons des frères et sœurs africains, nous avons des étrangers canadiens de bonne volonté qui veulent comprendre, n'est-ce pas, ce chaos-là. Et je tiens à ce qu'ils comprennent. Et là, le président Jean-Bertrand Aristide, ayant prêté serment, les États-Unis, avec toutes leurs organisations satellites, avec tous les pays malveillants, ont coupé les vivres à ce seul président élu démocratiquement. Pas un sou n'a été consenti à l'État haïtien sous forme de prêt, sous le gouvernement Jean-Bertrand Aristide. De plus, les États-Unis ont manigancé, ils ont concocté toutes sortes de manœuvres, n'est-ce pas, de perversion, toutes sortes de manœuvres de déstabilisation de l'État haïtien. Et Jean-Bertrand Aristide, comme vous le savez, va subir un deuxième coup d'État. Celui-là, tandis qu'il était aux commandes par l'équipe de Raoul Cedras. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Et pendant le régime de Raoul Cedras, que d'Haïtiens ont été assassinés. Pendant le régime de Raoul Cedras, n'est-ce pas, les ports et les aéroports d'Haïti, n'est-ce pas, furent ouverts à l'entrée de la drogue. Et rapidement, les États-Unis ont dit, écoutez, qu'Haïti est devenu, si vous voulez, une plaque tournante de la drogue vers l'Amérique. En effet, les militaires qui étaient au pouvoir se sont enrichis grâce au commerce illicite de la drogue. Et quant à ceux qui résistaient à cette junte inconstitutionnelle, illégale et tout ce que vous voulez, les militaires les ont tout simplement supprimés, les ont jetés en prison, les ont fait disparaître. Il n'est pas jusqu'à des journalistes qui ont osé annoncer qu'un coup d'État était en mode de planification qui n'ont pas été assassinés. Pensez à un journaliste comme Félix Lamy, de regretter mémoire. On n'a jamais su ce qu'on a fait de lui. Il a seulement annoncé, je crois, à la veille du coup d'État, qu'un coup d'État était en mode de planification. On est venu le chercher et, fiou, bien malin, qui sait ce qu'on a fait de lui? Jean-Bertrand Aristide va être élu une 2e fois, et cette fois-ci, il n'y a pas d'armée. Donc, il n'y a plus cette force dont les États-Unis
se sont toujours servis pour déstabiliser le pays ou opprimer la population, ils ont dit, mais on va y aller nous-mêmes. Et le troisième coup d'État que va subir Jean-Bertrand Aristide a été planifié précisément à cette rencontre qu'on appelle Initiative d'Ottawa sur Haïti en 2003. Imaginez le Canada qui convoque les amis, des représentants diplomatiques des Nations Unies, les représentants diplomatiques de l'OEA, les représentants diplomatiques de l'Union européenne. Les États-Unis invitent, n'est-ce pas, des diplomates de tous les pays, sauf les diplomates du pays dont il allait être question. Ils se sont réunis et le mot d'ordre, c'est que ce président élu, le seul qui soit véritablement démocratiquement élu dans toute l'histoire du pays, ne doit pas terminer son mandat. Et M. Paradis, le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Et M. Paradis l'a reconnu dans une entrevue qu'il a accordée une dizaine d'années plus tard à Radio-Canada, à Madame Dussault, Anne-Marie Dussault, qui est à la tête d'une émission, n'est-ce pas, d'analyse politique, n'est-ce pas, 24/60, eh bien, M. Paradis a reconnu avoir été mandaté par Jean Chrétien pour mettre sur pied une structure, une nébuleuse visant à renverser Jean-Bertrand Aristide, car, dit-il, il ne fallait pas que Jean-Bertrand Aristide voie ou reste au pouvoir en 2004. 2004, c'était quoi pour vous? C'était l'année emblématique des 200 ans de l'indépendance d'Haïti. C'était l'année emblématique
des 200 ans de la commémoration de cette menace, de ce défi, de cette anomalie que représente Haïti lorsqu'Haïti a battu les armées anglaises, espagnoles et françaises et s'est autoproclamé pays indépendant en Amérique. Le seul pays nègre à ne l'avoir jamais fait. Nous sommes en 2004. Autour d'Haïti, vous avez des colonies françaises où il y a des esclaves. Vous avez des colonies espagnoles où il y a des esclaves. Vous avez n'est-ce pas, vous avez les États-Unis d'Amérique où il y a au moins 3 millions d'esclaves noirs. Et vous avez ce petit pays-là qui bat 3 armées européennes et qui dit, désormais, quand quelqu'un met le pied sur mon territoire, il sera considéré libre. Et Christophe l'a démontré lorsqu'il s'est saisi d'un bateau qui transportait des esclaves noirs. Il s'est saisi de ce bateau et il a libéré les esclaves qui sont devenus membres, n'est-ce pas, d'un régiment particulier dans son armée à lui, lesquels, membres de ce régiment, ont été considérés comme des citoyens haïtiens. Donc, dans le cas d'Haïti, pour reprendre la formule, n'est-ce pas, de l'historien afro-américain Logan, eh bien, Haïti, c'est vraiment un défi, une menace, une anomalie. C'est comme ça que les nations malveillantes nous perçoivent aujourd'hui encore. Et donc, pour revenir à l'initiative d'Ottawa sur Haïti, le Canada de Jean Chrétien a mandaté M. Paradis pour qu'il mette sur pied une manœuvre, une structure visant à renverser Jean-Bertrand Aristide et que 2004 ne soit pas un moment de commémoration, que 2004 ne soit pas un moment de célébration, mais que 2004 soit justement une cristallisation de nos divisions alimentées par le Canada, les États-Unis, la France, les mêmes foutues nations malveillantes. Que font les États-Unis alors? Que fait le Canada alors? Que fait la France alors? Précisément ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ils arment des gens qu'on considère comme des bandits, les Guy Philippe aujourd'hui. Ce Guy Philippe est à ce point un bandit que les États-Unis l'ont arrêté. Il purge une dizaine d'années, sinon plus, d'emprisonnement aux États-Unis pour avoir été impliqué dans le commerce de la drogue. Et pourtant, ce même Guy Philippe a été armé par les nations malveillantes. Il s'est entouré d'autres bandits qui ont transité par la République dominicaine. Donc vous notez que les choses n'ont pas tant changé que cela. Et ils ont commencé à déstabiliser les commissariats de police, ils ont commencé à tirer sur, n'est-ce pas, les représentants du gouvernement et devant la résistance des hommes de Jean-Bertrand Aristide. Entre-temps, Jean-Bertrand Aristide s'est doté, si vous voulez, d'une équipe de garde du corps de nationalité américaine. Colin Powell, alors ministre des Affaires étrangères de George Bush, a intimé l'ordre à ses gardes du corps de se retirer, de se démobiliser, laissant ainsi le président sans sécurité aucune. Et ils sont allés lui donner l'ordre, les représentants de ces nations malveillantes, de laisser le pays. C'est un coup d'État. Ayons le courage de le reconnaître. Et donc, conformément à ce qui a été planifié en 2003 à Ottawa, au lac Meech à Ottawa, Jean-Bertrand Aristide a été renversé. Cette fois-ci, non pas par l'armée haïtienne, non pas par des policiers haïtiens, par ces nations malveillantes qui ont armé les Guy Philippe et leurs complices pour renverser Jean-Bertrand Aristide. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons
partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Est-ce que ça a tellement changé? D'où viennent les armes que détiennent les G9, les Chrysler, les barbecues et tous les salauds de ce genre? Mais ces armes-là viennent des États-Unis. Par où transitent-elles? Mais par la République dominicaine. Que font ces gens-là? Eh bien, ils terrorisent une population. Que font-ils? Ils déstabilisent, n'est-ce pas, le gouvernement. Sauf que ce gouvernement-là est mis en place par la communauté des nations malveillantes. C'est peut-être la seule différence. Vous aviez eu un Jean-Bertrand Aristide qui était élu par la population haïtienne. Là, vous avez un gouvernement qui est mis en place par un tweet du corps groupe, mais l'idéologie demeure la même. Ne jamais laisser à ce pays, si vous voulez, le contrôle de son destin, faire de ce pays, n'est-ce pas, un territoire instable, de manière à faire payer à cette population sa bravoure de s'être levée contre l'ordre mondial au XVIIIe, XIXe siècle. On arme les Chrysler, on arme les G9, on arme les barbecues, on arme, mettez-en, de manière à rendre Haïti, n'est-ce pas, faire d'Haïti une nation instable politiquement, une nation insécure, et s'imposer, je parle dans la perspective de cette nation malveillante, comme la solution pour aider Haïti. Vraiment, vraiment. Est-ce que les Nations Unies peuvent aider Haïti? Mais d'abord, poser la question, c'est en soi se livrer au ridicule parce que, comme on le voit, depuis 2003, ce sont justement ces nations malveillantes qui mettent en œuvre toute une structure pour rendre ce pays instable, placer leurs hommes au pouvoir de manière à siphonner, n'est-ce pas, nos ressources, à faciliter la corruption et le gaspillage. Et quand la population reconnaît, n'est-ce pas, enfin ne se reconnaît pas dans ce qui se fait là, et manifeste, cette communauté internationale veut se présenter comme la solution. Non, non les amis. Ok. Si vous êtes à ce point naïf, ou à ce point mal avisé, au point de vous imaginer à tort que ce que le Canada est en train de nous recommander, ce que l'OEA recommande, ce que les États-Unis recommandent, ce que l'Union européenne soutient, c'est la bonne solution, je vais tout de suite vous aider à y voir clair. Savez-vous que depuis 1993, que les Nations Unies sont présentes en Haïti avec toutes sortes de missions? Depuis 1993. De 1993, les amis, à 2022, ça fait combien d'années selon vous? Bon Dieu! De 2022, si on remonte de 2022 jusqu'en 1993, mais c'est au-delà de 30 ans, les amis. Au-delà de 30 ans, depuis 1993, que les Nations Unies nous imposent toutes sortes de missions. Je vais vous en citer quelques missions. Et là, on n'a même plus de sigle s'agissant d'Haïti. En 1993, il y a eu MINUA. De 1993 à 1996. Coût de cette MINUA, 315 794 700 $. Ensuite, en 1997, il y a eu la MIPNU. On continue. Ensuite, de 1997 à 2000, vous avez la MIPONU. Ensuite, de 2004 à 2017, vous avez, n'est-ce pas, la MINUSTA. Et depuis 2017, vous avez la BINU. Et là, j'ai fait une liste courte de ces différentes missions. Donc, de 1993 à 2022, que les Nations Unies nous envoient toutes sortes de nations, si les Nations Unies avaient la recette pour que ça marche en Haïti, de 1993 à nos jours, eh bien, on aurait commencé à voir ne serait-ce qu'une lueur de solution. Qu'avons-nous comme résultat? Qu'avons-nous comme résultat? Oui, précisément. Vous connaissez les résultats. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité,
du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien. Au téléphone 514-867-8352. Son email lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Qu'avons-nous comme résultat, vous ai-je demandé? De 93 à 2022, 29 ans de mission, de toutes sortes de missions pour un peuple formé de négrailles, pour un peuple formé de nègres et de négresses, et qu'on ne considère pas véritablement comme des humains. Qu'avons-nous comme résultat? Mi-NUA, mi-PNU, mi-PONU, MINUSTA, BINU, un petit chausson avec ça peut-être, un Coca-Cola peut-être avec ça, un Sprite, mais merde, n'avez-vous pas honte? Vous, membres de ces nations malveillantes, vous comptez sur notre amnésie pour éviter d'analyser vos échecs en Haïti. Vous tablez sur notre amnésie pour qu'on ne vous tienne pas responsable de vos échecs, de vos bilans minables. Et j'ai posé la question, qu'avons-nous comme résultat? Je vous le donne en mille. Choléra, oui. Lorsque les Nations Unies nous ont envoyé la MINUSTA en Haïti, mais ça n'a pas fait baisser le taux de kidnapping, ça n'a pas fait baisser le taux d'assassinat, ça n'a pas stabilisé les institutions haïtiennes, ça n'a pas aidé à la gouvernance d'Haïti, au contraire. Au contraire, les Népalais nous ont foutu le choléra. Choléra qui avait disparu des frontières haïtiennes depuis plus d'un siècle. Bilan de ce choléra, des centaines de milliers d'Haïtiens qui sont morts. Et savez-vous quoi? L'ONU est à ce point malveillante que lorsque des chercheurs indépendants ont remonté à la source de ce choléra et ont dit, écoutez, c'est les Nations Unies qui ont introduit le choléra en Haïti. Les Nations Unies ont nié. Et je veux rendre hommage à quelques collègues de la radio haïtienne, à Maître Jean-Ernest Pierre, mon ami, à Pierre-Emmanuel, le politologue Pierre-Emmanuel, journaliste, n'est-ce pas, et mon ami Ishmaël Robert. Nous avions organisé une conférence ici à Montréal, après le tremblement de terre en 2010-2011, et nous avions eu comme panéliste, n'est-ce pas, nul autre que Edmond Mulet. Et donc, je cite à témoin ses confrères et collègues, Pierre-Emmanuel, Jean-Ernest Pierre, Ishmaël Robert. Et tandis que nous étions en train de dîner avec lui, il a dit, écoutez, c'est vrai là que c'est nous qui avons introduit... c'est vrai que c'est nous qui avons introduit le choléra en Haïti, mais là, parler de responsabilité, ça peut créer un précédent. On est prêt à réparer, mais pas... pas au coût exorbitant que vous, là, de la population civile, vous exigez. Et je sais que mon ami Maître Jean-Ernest Pierre avait mandaté un cabinet d'avocats en Haïti pour poursuivre les Nations Unies. Et devant le tollé que nous avons réussi à provoquer, et notez que ce n'était pas le gouvernement de Michel Martelly, là. Le ministre des Affaires étrangères d'alors, de Michel Martelly, est allé dire devant le Parlement haïtien, écoutez, ce n'est pas l'ONU qui est responsable du choléra, honte à lui. Et nous, ici, nous avons maintenu la pression, et devant la pression, les Nations Unies ont consenti à donner quelques dollars en vue de réparer ces torts
Les Népalais ont consenti à réparer, si vous voulez, au minimum, leur tort. Mais cet argent-là, les véritables victimes n'en ont jamais vu les couleurs. Ce sont les salopards du gouvernement de Michel Martelly, de Laurent Lamotte, n'est-ce pas, qui ont gaspillé ces fonds. Alors quand les Nations Unies, aujourd'hui, par la bouche de l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, quand les Nations Unies, par la bouche de Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, quand les Nations Unies, par la bouche de Joe Biden, quand les Nations Unies, et mettez toutes ces nations malveillantes, veulent nous faire croire quelles sont la solution, il faut les regarder dans les yeux et leur dire d'aller se faire foutre. OK? Parce que ce sont des malveillants. Et vous notez comment le paradigme n'a pas changé. Depuis que on parle de cela, d'envoyer des troupes en Haïti pour stabiliser, pour régler le problème d'insécurité en Haïti, est-ce que vous notez qu'est-ce qu'on nous sert comme discours? Le ministre de la Santé publique, qui commence à être sénile, disons-le en passant, convoque les journalistes dernièrement pour nous annoncer le retour du choléra. Putain de merde. Donc vous notez qu'ils se servent encore du même épouvantail. Le choléra, selon leur propre dire à eux des Nations Unies, machin, avait disparu d'Haïti. Et là, tout à coup, tandis qu'ils s'apprêtent à nous retourner leur troupe de pédophiles, leur troupe de corrupteurs, leur troupe de mafieux, tout à coup on nous dit, ah mais vous savez, le choléra refait surface. Putain, mais qu'est-ce que vous avez contre Haïti? Qu'est-ce que vous avez contre ce peuple qui ne vous a jamais fait la guerre? Qu'est-ce que vous avez contre ce peuple qui ne vous demande rien, sinon que de contrôler son destin? N'avez-vous pas honte, Mélanie Joly? N'avez-vous pas honte, Justin Trudeau? N'avez-vous pas honte, diplomate de la France? N'avez-vous pas honte, diplomate des États-Unis? N'avez-vous pas honte, n'est-ce pas, diplomate de l'OEA? Vous êtes des méchants, vous êtes des inhumains. Qu'est-ce qu'on vous demande? Et là, vous prétextez que, ah mais c'est Ariel Henry, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le non moins sénile Généus, qui demande l'aide, mais ils n'ont aucune légitimité. Ces gars-là ne sont pas élus. Vous avez placé un gouvernement à la tête d'Haïti à la suite d'un tweet du Core Group. Depuis quand la légitimité d'un gouvernement dans un État indépendant pouvait-elle venir, cette légitimité-là, d'un tweet? Allez vous faire foutre. Et ils sont en train de tout mettre en place pour nous faire avaler leur occupation. Et moi, je vais lancer cet appel à la résistance. Les Haïtiens devront résister par tous les moyens, devront s'opposer par tous les moyens à leur occupation. Chaque Haïtien devra être un Wanga pour vous. Vous savez ce que je veux dire? Si je dis le mot Wanga, vous, les Haïtiens, vous comprenez ce que ça veut dire. Chaque Haïtien devra justement suivre la méthode de Charlemagne Péralte. Ce n'est pas vrai qu'après avoir conçu, planifié, mis en œuvre et entretenu ce chaos, ce n'est pas vrai que Justin Trudeau va nous faire croire qu'il est la solution. Justin Trudeau devait être un adolescent lorsqu'en 2003, son prédécesseur Jean Chrétien planifiait ce chaos en Haïti. Mélanie Joly portait peut-être encore des couches lorsque Jean Chrétien planifiait l'initiative d'Ottawa en Haïti. Qu'on se le tienne pour dit. Généus, ministre des Affaires étrangères d'Haïti, le sénile Ariel Henry n'ont aucune légitimité pour demander quoi que ce soit au nom du peuple haïtien. Dernier élément, mais c'est le peuple haïtien qui se soulève, qui dit on ne veut pas d'Ariel Henry. Et vous notez encore une fois cette fusion discursive.
et les Nations Unies, et Ariel Henry, et Généus tiennent le même discours. Tout serait sous contrôle, n'étaient quelques bandits. Ah bon? Vous avez dans le nord d'Haïti toute une population qui se lève contre Ariel Henry et cette population devient tout à coup des bandits. Ah bon? Vous avez dans le sud toute une population qui se lève contre Ariel Henry, ce sont des bandits. Et les Nations Unies nous disent, puisque vous vous soulevez contre notre homme, qui n'est pas élu, qui n'a reçu aucun mandat de la population haïtienne, mais qui n'est là parce que nous avons tweeté qu'il devait être là, puisque vous vous soulevez contre lui, donc vous vous soulevez contre nous, nous allons occuper votre territoire. Allez vous faire foutre. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous reprochez, à tort quant à moi, aux Russes d'intervenir sur le territoire ukrainien, mais vous vous apprêtez à violer le territoire haïtien sans que la population haïtienne ne vous en fasse la demande. Oui, vous allez prétexter, c'est le Premier ministre, mais on l'emmerde, le Premier ministre, c'est vous qui l'avez placé là. Si les Nations Unies, le Canada, les États-Unis, la France commettent l'erreur d'envoyer leurs putains de troupes chez nous, chaque Haïtien doit être un Wanga. Par Wanga, vous savez tout ce que je veux dire. Résistance, opposition, piège. J'essaie de contourner les big data de YouTube, mais vous comprenez bien là. Vous comprenez ce que je veux dire. Si ces troupes onusiennes s'avisent à rentrer chez nous, chacun d'entre nous, à sa façon, doit être un Wanga. Pour les Mélanie Joly, pour les Justin Trudeau et tous les salopards du même acabit. Les Nations Unies ne sont pas la solution, elles sont le problème. Les Nations Unies ne sont pas la sortie, elles sont les gardiens du statu quo. Les Nations Unies n'ont jamais été un bienfait pour Haïti. Elles nous ont foutu le choléra et l'instabilité avec toutes leurs putains de missions. Si elles avaient la recette, eh bien, Haïti serait le paradis du monde. Elles sont là pour entretenir le statu quo de manière à voler nos ressources et à maintenir ce pays dans l'instabilité. Et pourtant, chers amis, on a la solution. Parlons de la solution maintenant. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence, monsieur et madame tout le monde, pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela.
il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Quelle est la solution? Nous avons la solution. Pour comprendre la solution, il faut comprendre le problème. Quel est le problème d'Haïti? Il n'est pas compliqué, le problème d'Haïti. Vous avez une structure étatique néo-féodale qui n'a jamais changé, qui n'a jamais vieilli d'un poil depuis notre indépendance. Ça veut dire, vous avez l'équivalent d'un petit groupe de seigneurs, appelons-les des oligarques, qui siphonnent, qui sucent l'énergie et le sang d'une population avec la complicité de ces nations malveillantes qu'on vient de voir. Mais c'est ça le problème d'Haïti. C'est les structures étatiques. C'est un problème fondamentalement politique. Port-au-Prince, c'est devenu donc le siège d'un pouvoir ou d'un État néo-féodal, d'un État plantationnaire qui enrichit un petit groupe, les oligarques, mais dont la part du lion va chez les nations malveillantes aux dépens de la population haïtienne. Mais si le problème, c'est la structure étatique, une structure étatique qui est nourrie par la corruption, qui est nourrie par la violence, une structure étatique qui est nourrie par la malgouvernance, si c'est ça le problème, et nous savons que c'est ça le problème, changeons donc la structure étatique. Et là, j'y vais aujourd'hui avec un pavé dans la mare. Je recommande ni plus ni moins que la régionalisation d'Haïti. Vous savez, je suis très tenté par l'idée de faire d'Haïti une fédération. Incidemment, lorsque vous relisez la première constitution d'Haïti, celle de 1805, eh bien, le père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, avait quelque chose d'analogue en vue lorsqu'il recommandait ni plus ni moins dans sa première constitution de partager le pays en 6 districts militaires. Changeons le vocabulaire. On peut diviser Haïti en un certain nombre de régions et faire de chacune de ces régions des régions autonomes. Donc nous serions dans une fédération avec un pouvoir central dont les champs de compétences, dont les champs de juridiction seraient limités. Je vais prendre quelques exemples personnels que j'ai déjà pris à une autre émission mercredi dernier. Vous savez, quand je terminais mes études secondaires en Haïti, nous sommes à la fin des années 80. J'oublierai jamais cet exemple-là. J'allais passer mon examen de baccalauréat, donc mon examen de première. L'examen était prévu, les examens officiels étaient prévus pour le lundi. Imaginez que jusqu'à mercredi, le mercredi d'avant, on n'avait pas encore reçu nos fiches identitaires. Avec l'équivalent de notre code permanent d'étudiant, avec nos photos. Pour quelle raison? Parce que les fiches devaient arriver de Port-au-Prince. Vous parlez d'un pays concentrationnaire. Vous avez d'une république de Port-au-Prince. Vous parlez d'une république de Port-au-Prince, je ne vous le fais pas dire. Quand je devais quitter Haïti à la fin de mes études secondaires pour venir au Canada, le seul endroit où l'on pouvait appliquer pour un passeport, c'était à Port-au-Prince. Imaginez, les amis, une population qui, si elle veut un passeport, doit se rendre dans un petit bureau du ministère de l'Immigration à Port-au-Prince. Vous parlez de la République de Port-au-Prince. Exemple.
Jusqu'à mon départ d'Haïti dans les années 80, les villes n'avaient pas d'université. J'ai mon concitadin, le docteur Louis Noisin, de très regrettée mémoire, qui s'est battu pour doter le Nord d'une université, l'université Roi-Henri Christophe, homme compétent, docteur ès-lettres, qui allait être doyen d'une faculté à l'université de Florida. Mais jusqu'à ce qu'il laisse Haïti, il a fait fonctionner l'université dans l'illégalité. Pour quelle raison? Parce que la République de Port-au-Prince n'a jamais voulu émettre un permis pour le fonctionnement en bonne et due forme de cette université. Vous parlez de la République de Port-au-Prince. C'est de la République de Port-au-Prince que se met en place une machine de corruption qui siphonne les ressources des régions vers les salopards de Port-au-Prince. C'est de Port-au-Prince, de la République de Port-au-Prince, que se met en place cette machine de la malgouvernance qui siphonne les ressources des régions pour enrichir les Lambert et tous les salopards, les Reynoldibles, les Bidio, etc. Changeons la structure étatique. Faisons d'Haïti une fédération. On va régionaliser Haïti en 6-8 grandes régions. Et chacune de ces régions serait autonome. Et les champs de juridiction, les champs de compétences vont être, n'est-ce pas, bien délimités dans une nouvelle constitution. Regardez, moi je ne comprends pas. Je vous parle à vous, les gens du Sud. Vous avez des ports. Vous avez un aéroport. Vous avez une belle région. Vous avez des gens compétents qui évoluent tant en Haïti qu'à l'étranger. Qu'est-ce qui vous empêche d'autonomiser votre région? D'avoir le contrôle de vos ports. Donc d'avoir le contrôle des sources de revenus de votre région. Qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, d'avoir votre propre corps de police et d'en être responsable? Qu'est-ce qui vous empêche d'être responsable de votre gestion de territoire? Qu'est-ce qui vous empêche, n'est-ce pas, d'être responsable de votre système de Port-au-Prince? Oui, à toutes ces questions, une seule réponse. Port-au-Prince. Je suis du Nord. Je suis un Christophien, donc avec des réflexes séparatistes. Moi, comme historien, lorsque Henri Christophe, n'est-ce pas, a scindé Haïti en deux, il a fait du royaume d'Haïti un petit bijou dont tout le monde est fier aujourd'hui. Un petit bijou en matière de gouvernance, un petit bijou en matière, n'est-ce pas, de sécurité, un petit bijou en matière d'architecture, un petit bijou en matière, n'est-ce pas, de patrimoine. Alors, nous avons un bel exemple. Dans le Nord, j'ai des ports, j'ai un aéroport. Pourquoi Port-au-Prince doit-il continuer à siphonner les ressources de ma région au profit des salopards de Port-au-Prince? C'est dans le Nord que se trouve l'Abadie. Lorsque l'État haïtien, de mémoire sous le gouvernement de René Préval, a négocié des millions avec la Royal Caribbean, eh bien, ces millions-là, ce ne sont pas les gens du Nord qui en ont vu les couleurs, mais de quel droit? Avec la régionalisation et l'autonomisation des régions d'Haïti, eh bien, le Nord aurait le contrôle de son port, le contrôle de ses revenus, le contrôle de ses aéroports, le contrôle de son corps de police, le contrôle de son système de santé. Je connais, et c'est votre cas, vous qui êtes d'une autre région, tant de médecins, tant d'infirmiers et infirmières qui sont originaires du Nord et qui seraient prêtes ou prêts à doter le Nord de systèmes de santé qui feraient l'envie des autres pays. J'ai un ami, un bon ami, qui a beaucoup d'argent ici, qui est originaire de l'île de la Gonâve. Il m'a dit une fois à la blague, Jean, je suis prêt à acheter l'île de la Gonâve et j'en ferai une si belle île que même les Américains voudraient avoir une carte de résidence à l'île de la Gonâve. Mais c'est une putain de belle idée. L'île de la Gonâve. Qu'est-ce qu'une île? Une terre entourée d'eau. Ils ont l'eau. Donc, ils ont accès au commerce. Ils ont accès au monde. Mais qu'est-ce qui empêche l'île de la Gonâve de se développer? La putain de République de Port-au-Prince.
J'avais reçu sur mon plateau dernièrement Nord-Luc d'Orange qui m'a dit, mais vous savez, Jean, tout le problème d'Haïti, là, vient de la concentration des pouvoirs à Port-au-Prince. J'ai pris déjà l'exemple de René Préval, qui avait reçu une flotte de véhicules de Taïwan et qui gardait dans son bureau les clés de cette flotte de véhicules. C'est bien qu'une fois, le président du Sénat haïtien, le docteur Kelly Bastien, mon ami, pour pouvoir utiliser l'un de ces véhicules, a dû aller voir le président René Préval qui lui a dit « Je vous prête la clé, utilisez le véhicule et ramenez-moi la clé à la fin de la journée. » C'est ça la République de Port-au-Prince. Un président qui a le contrôle d'une flotte de véhicules. Dans quel pays? Ça s'appelle de la microgestion. Ça s'appelle du micromanagement. Un président qui n'a à ce point rien à faire, qu'il s'occupe d'une flotte de véhicules dont il garde les clés. Dans cette idée d'autonomisation des régions, chaque région, écoutez-moi bien, aurait son assemblée législative. L'équivalent d'un parlement régional, une seule chambre. On n'a pas besoin de deux chambres. Écoutez, dans le Nord, vous auriez eu une assemblée législative ou le Parlement du Nord. Dans le Sud, vous auriez eu, n'est-ce pas, une assemblée législative, etc., qui élirait un certain nombre de députés. Et ces députés-là choisiraient deux d'entre eux et chaque région aurait exactement le même nombre de sénateurs. Vous voyez, on aurait des députés dans des assemblées législatives régionales. On aurait un Parlement national qui serait constitué de qui? De deux élus issus des assemblées régionales, des assemblées législatives régionales, et qui iraient faire des lois dans des champs de compétences précis. L'armée relèverait du pays et non des régions, cela va sans dire. L'éducation relèverait du pays et non des régions, cela va sans dire. Le ministère des Affaires étrangères relèverait du pays et non des affaires étrangères, cela va sans dire. Le tourisme peut-être aussi, parce qu'on peut envisager un ministère du tourisme national qui n'exclurait pas un ministère du tourisme, n'est-ce pas, régional, puisque chaque région a ses particularités, chaque région aurait des offres particulières à faire aux touristes. Le pouvoir central aurait le champ de compétences exclusif pour battre monnaie, pour émettre, n'est-ce pas, des questions qui relèvent de la monnaie, pour la régulation des banques. Mais de mémoire comme ça, une fois que j'ai identifié l'armée comme champ de compétences du pouvoir central, que j'ai identifié l'éducation comme champ de compétences du pouvoir central, que j'ai identifié, n'est-ce pas, toutes les questions qui relèvent de la monnaie ou des banques comme, si vous voulez, un champ de compétences qui relève du pouvoir central, le commerce peut être régional, n'est-ce pas? La santé peut être régionale, la gestion du territoire serait régionale. Nous sommes à ce point ridiculisés par la République de Port-au-Prince que même pour l'organisation d'un carnaval dans le sud, dans la ville de Jacmel, dans la ville d'Écailles ou dans la ville de Port, n'est-ce pas, du Cap-Haïtien, on dépend de ces putains de politiciens de Port-au-Prince. Il faut que ça change. Vous imaginez si les régions étaient autonomes dans, si vous voulez, dans les taxes, dans les questions d'impôts, eh bien Port-au-Prince serait moins arrogante dans le sens que, et là je fais une proposition comme cela, chaque région prélèverait 10% de ses revenus qu'elle enverrait au pouvoir central pour des questions relevant de l'armée essentiellement, pour des questions relevant du ministère des Affaires étrangères, pour payer, n'est-ce pas, les représentations diplomatiques que nous aurions à l'étranger, pour des questions relevant, si vous voulez, de l'émission du papier-monnaie ou bien de la réglementation des banques. Mais chaque région
gérerait ses propres ressources. Moi, je n'accepte pas que l'Abadi se trouve à quelques pas du quartier où je suis né. Des contrats sont signés entre la République de Port-au-Prince et la Royal Caribbean qui rapportent beaucoup de millions à l'État central, mais les gens de ma région ne bénéficient pas de cela. Mais vous me direz, écoutez, docteur Fils-Aimé, je comprends l'autonomisation des régions, mais entre nous, il y a des régions qui seraient plus pauvres, en tout cas, qui seraient moins nantis que d'autres failles, puisqu'il s'agirait toujours du même pays. Il y a une règle dans des États fédéraux qu'on appelle la règle de la péréquation, c'est-à-dire le pouvoir central veillerait, puisqu'on lui donnerait 10% des revenus de chaque région, le gouvernement central veillerait à redistribuer, selon la règle de la péréquation, vers les régions moins nanties, des revenus de manière à maintenir le même niveau de vie décent à travers tout le territoire. Vous imaginez, parce qu'Haïti se réduit à la République de Port-au-Prince, nous sommes entourés de mer, mais nous n'avons même pas de garde-côte. Nous sommes entourés de mer, mais nous n'avons même pas une marine haïtienne, bande d'imbéciles. Nous sommes un pays avec des ressources énormes, mais nous n'en savons rien parce que tout part de Port-au-Prince. Et précisément parce que tout part de Port-au-Prince, cette concentration des pouvoirs favorise la corruption et la malgouvernance. Vous comprenez pourquoi je ne saurais me satisfaire, et je vous invite, vous aussi, à ne pas vous satisfaire d'une petite transition de merde de 12 à 18 mois où les Lambert et tous les autres voleurs vont s'en mettre plein les poches et où la communauté internationale va nous mettre un président bidon, business as usual. Non, 1000 fois non. Comment est-ce qu'on va parvenir à ce changement des structures étatiques en prenant le temps de nous parler? Et donc il nous faut cette conférence nationale, il nous faut ces états généraux. Les gens de Port-au-Prince sont à ce point féodaux. Quand je dis Port-au-Prince, pas les gens qui naissent à Port-au-Prince, je pense à une mentalité, une structure étatique, qu'on comprenne bien. Quand on dit Washington, en parlant des États-Unis, on ne parle pas des gens qui sont nés à Washington, on parle du pouvoir central fédéral. Quand on dit Ottawa, quand on dit Paris, vous comprenez, c'est une métaphore. Quand je dis Port-au-Prince, je pense à cette mentalité féodale. C'est quoi cette connerie? Je suis du Nord, mais au terme de cette constitution, je ne peux même pas être maire de ma ville. Parce que ces imbéciles qui ont cette mentalité féodale ont mis des verrous pour m'empêcher de m'impliquer dans la politique de mon pays sous prétexte que je suis installé à l'étranger depuis un certain nombre de temps. Par les magouilles de cette mentalité de Port-au-Prince, la question de la double citoyenneté n'est jamais clairement réglée. Est-ce que moi, comme détenteur d'une double citoyenneté, je peux exercer des actions politiques en Haïti? Rien n'est moins clair. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une petite transition de merde de 10 ans. Et ce n'est même pas une transition. C'est le statu quo avec de nouveaux visages de voleurs. On prend 5 ans pour pousser à fond cette idée de fédération à l'haïtienne. Relisez la Constitution de 1805. Nos pères parlent d'empire. Et moi, tout ce que je fais, je change le mot empire en fédération. Et je dis, mais régionalisons. Nos pères parlaient de districts, parlons de régions autonomes. Les régions auraient compétence sur leur gouvernement de proximité. Elles auraient compétence sur leurs taxes et leurs impôts. Elles auraient compétence sur l'administration de leur système de santé. Elles auraient compétence sur l'administration de leur corps de police. Elles auraient compétence sur, bon Dieu. Et contrairement à ce qui se fait,
Ce n'est pas Port-au-Prince qui enverrait de l'argent vers les régions après qu'il a volé leurs ressources. Ce sont les régions qui, à même leurs revenus respectifs, donneraient 10% de leurs revenus pour permettre au pouvoir central de gérer les champs de compétences qu'on vient de voir. Essentiellement l'armée, les 3 corps d'armée, le service de renseignement au niveau de la nation, qu'on n'a toujours pas, nos frontières, nos missions étrangères, nos questions qui relèvent de la monnaie. Mais essentiellement, une fois qu'on a ça, pourquoi on a besoin d'un pouvoir central? Je suis au Canada, dans un État fédéral. Les champs de compétences entre les États fédérés, les provinces et l'État fédéral sont bien définis par la Constitution. Et mais voilà. Chaque région s'occuperait de ses affaires en fonction de ses ressources. On aurait dans chaque région une assemblée législative avec un nombre bien défini de députés, une seule chambre, et on aurait un seul Sénat national qui serait formé de qui? De 2 députés régionaux votés entre pairs et qui allaient constituer le Sénat national qui voterait des lois dans des champs de compétences clairement définies. En faisant ça, on vient de réduire l'arrogance de la République de Port-au-Prince. Je n'aurai plus besoin d'être à Port-au-Prince pour être président. Je n'aurai plus besoin d'être à Port-au-Prince pour être Premier ministre. Et tous les salopards qui s'aviseraient de corrompre, n'est-ce pas, de maintenir cette mentalité néo-féodale de la malgouvernance en Haïti, mais ils seraient désarmés parce que les structures étatiques changeraient. Seul le président serait élu à suffrage universel, mais les vrais leviers du pouvoir resteraient aux mains des régions. Je vous lance l'idée. Donc, exit cette foutue transition promise ou promue par les Lambert, les Montana de 12 mois, 14 mois. Non, 1000 fois non. Prenons le temps de penser à notre affaire, de nous parler. Bottons le derrière à ces salopards des Nations Unies qui ne veulent pas notre bien. Alors, qu'est-ce que j'ai à envier à Mélanie Joly en termes de gouvernance, en termes de management public pour qu'elle me dicte quoi faire dans mon pays? Qu'avez-vous à envier à Justin Trudeau? Qu'avez-vous de moins qu'un Justin Trudeau pour que ce soit lui qui vous dise? Qu'avez-vous à envier à Joe Biden qui est par ailleurs sénile? Retrouvez votre fierté dessalinienne. Retrouvez votre fierté louverturienne. Vous savez, s'il y a quelque chose qui a boosté mon énergie ces derniers temps, c'est mon travail à fond sur la vie et l'œuvre de Toussaint Louverture. Comme j'aime à le dire, quand vous avez un ancêtre comme Toussaint Louverture, ou Jean-Jacques Dessalines, ou Henri Christophe, vous ne vous faites pas imposer des solutions par des malveillants. Vous inventez vous-même des solutions qui vous conviennent et vous les imposez. J'espère vous avoir été utile. Faites circuler cette émission. J'ai l'impression que c'est l'une des émissions les plus utiles que je viens de réaliser. Et je le dis sans prétention. Faites-la circuler. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Recrutez des gens qui viennent s'abonner pour que nous constituons une force de frappe critique et que les gens de la République de Port-au-Prince nous entendent. Et vous savez quoi? On va donner à Ariel, et là je vais parler à mes gens du Nord, on va donner à Ariel jusqu'au 17 octobre pour déguerpir. Au déguerpissement d'Ariel, nous aurons une équipe de patriotes, de gens compétents et intègres pour travailler sur
ce changement des structures étatiques dans le sens de l'autonomisation des régions telles que je viens de vous la présenter, cette structure-là. On va donner jusqu'au 17 octobre à Ariel pour déguerpir. Et ceux qui m'écoutent, les Lambert, les Louis Latortue, tous les salauds qui se sont enrichis du système et qui veulent le maintenir, gare à vous. Gare à vous. Et quant à la communauté internationale, vous n'avez pas appris de leçon. Regardez ce que le Burkina Faso a fait à l'ambassade de France dernièrement. Les Burkinabés ont dit aux autorités françaises, ôtez vos sales mains de nos affaires nationales. Si les Burkinabés l'ont fait à l'ambassade de France, nous pouvons aussi le faire. Mais nous allons le faire avec des gens patriotes. Nous allons le faire avec des gens compétents. Nous allons le faire avec des gens intègres. La récréation doit terminer. Haïti n'est pas cette savane où les Justin Trudeau, mais les Mélanie Joly peuvent venir jouer là comme des petits pisseurs. Je le répète. Nous avons parmi nous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, suffisamment d'hommes et de femmes intègres, patriotes et compétents pour régler ce problème. C'est un problème de structure étatique, rien d'autre. Ne venez pas me faire croire que c'est un problème complexe. Vous le complexifiez. Vous faites de ce pays un chaos à vos fins idéologiques. Bande de racistes. Et je parle du Canada, de la France, des États-Unis. Laissez-nous en paix, merde. Et cessez de considérer comme des bandits des citoyens qui disent qu'ils ne veulent plus d'Ariel. Je ne veux plus d'Ariel. Vous non plus, vous ne voulez plus d'Ariel. Faites sauter Ariel. On va lui donner jusqu'au 17 octobre. Et si Ariel ne part pas au 17 octobre, je vous dirai quoi faire. Ça va? À la guerre comme à la guerre. On va allumer autant de petits feux qu'il n'y aurait pas assez de pompiers pour les éteindre. Chaque Haïtien va devenir un Wanga pour cette putain de communauté internationale qui veut nous traiter en petits nègres. Que les Nations Unies aillent se faire foutre. Que l'OEA aille se faire foutre. Que le Canada, les États-Unis, la France aillent se faire foutre. Un pays qui a fait 1804 ne saurait être en manque de ressources intellectuelles, en manque de ressources en termes de capital humain pour régler ce problème de structure étatique. On n'a pas peur de vous, Trudeau. On n'a pas peur de vous, Mélanie. On n'a pas peur de vous, Biden. Foutez-nous la paix. Est-ce que c'est clair? Merci. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Achetez ce livre, vous devez le lire. Je dis bien, vous devez le lire. Achetez-le pour vos enfants, pour toute la famille. Faites-le circuler et reconnaissez ce génie que nous avons dans notre race. Ce qu'il a fait hier, nous pouvons le faire aujourd'hui. La version anglaise sera prête au cours de cette semaine et sera expédiée vers ceux qui l'avaient précommandée. La version anglaise est déjà disponible sur mon site www.jeanfils-aimé.com. Au revoir, bonne semaine.